Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse qui sera principalement basée sur tout ce qui est autour de la censure. Sujet du moment assez important et du coup, on va vraiment ici aller élaborer pas mal d'hypothèses. Donc ça va être une vidéo du dimanche, à savoir un petit peu psychologique, philosophique. Voilà, on va développer des concepts qui sont relativement importants pour le futur. On passe en partage d'écran. J'en profite pour pousser ici le nouveau média qui est TikTok et sur lequel j'ai posté la première vidéo aujourd'hui. Ça va être des formats plus courts de 3-4 minutes, analyse graphique et technique principalement, mais voilà, intéressant je pense comme nouveau format, donc n'hésitez pas ici à aller vous abonner, le ticker étant Crypto Signal FR comme sur tous les médias, Twitter, etc. On passe désormais sur le Bitcoin. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et si le contenu vous plaît, ne pas hésiter à mettre un like et un commentaire d'encouragement. Ça, c'est fait. Ici, on est donc sur le Bitcoin face au dollar, comme d'habitude, comme tous les jours. Et en l'occurrence, ici, hier, on peut imaginer que le Bitcoin a enfin fait son breakout. Il est sorti par le côté vous le voyez, cette pointe en biseau qu'on était en train de faire. On était un petit peu coincé ici entre tout simplement cette droite violette et cette droite jaune. On a vraiment poussé jusqu'à la fin et on en est sorti par le côté. Ce faisant, théoriquement, on a validé le gros biseau. Hein. Si vous avez regardé les vidéos de hier et avant-hier, vous comprendrez que potentiellement on se dirige ici vers les 26 800 $. Voilà, on va pas élaborer trop longtemps là-dessus. On va tout simplement ici aller regarder éventuellement un petit peu qu'est-ce qu'il se passe au niveau du momentum en 12 heures. En 12 heures, vous voyez que le momentum est plutôt bon sur le MACD. On a ce mouvement assez puissant qui désormais est de plus en plus fort, la fin des 12 heures étant à 14 heures aujourd'hui, et puis donc dans 3 heures, donc potentiellement ici ça va marquer. Est-ce qu'on a développé en daily ce point d'achat sur le Market Cipher? La réponse est oui, avec une VWAP qui est partie très loin du zéro et qui désormais corrige un petit peu, donc léger mouvement de temporisation ici. Le stochastique également en daily qui, vous le voyez, repart très fort. Et l'indice de choppiness, donc de volatilité, qui, vous le voyez, se décharge ici vers le bas. Et là, actuellement, on a tendance à temporiser également. Important ici à comprendre, c'est qu'on a un chop en weekly qui est très chargé. Donc ça voudrait dire peut-être mouvement impulsif très puissant dans un sens ou dans l'autre. En momentum 6 heures, vous voyez qu'on voit ici la temporisation du mouvement, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement assez fort en 6 heures, même si ça semble pas fort en termes de momentum et en termes d'action de prix. Hein. Ici, on a dû faire, je pense, 19 000 vers 19 500, quelque chose comme ça. Et ce mouvement désormais se calme un petit peu. En 6 heures, on va potentiellement valider un point de vente ici. Donc on peut s'attendre ici à ce que le prix temporise un petit peu dans cette zone. Le shop qui est complètement déchargé en 6 heures, vous le voyez ici, et puis le stochastique qui a touché le 100, le chiffre, hein, et qui désormais est en train de retracer éventuellement dans sa zone en 6 heures de neutralité. Sur Ether, plus ou moins même analyse. On a globalement vraiment la même chose ici qui est en train de se poser sur Ethereum, et puis voilà, rien de bien différent. Ce qu'on pourrait regarder éventuellement sur Bitcoin, c'est éventuellement cette trend de RSI qu'on avait eu, vous le voyez, et qu'on a toujours en weekly. Là ici, on se fait repousser par cette trend désormais depuis le tout premier ATH, enfin même depuis avant ça, depuis les toutes premières divergences baissières en weekly qu'on avait eu depuis le 4 janvier 2021. Et vous voyez que cette trend depuis de RSI est baissière. Le moment où on va péter cette trend, ça sera pour moi un signal haussier assez fort, qu'on est potentiellement reparti sur une vague de bull run. Mais en weekly, c'est vraiment plutôt encourageant. Ensuite, Ethereum BTC qui est venu retoucher la résistance weekly dont on avait parlé. Ah non, pas presque, mais on est à quelques centièmes. Et potentiellement, voilà, pour moi, on pourrait repartir ici sur un rebond. J'ai pas analysé la structure ici dans son ensemble, mais on va le faire prochainement dans une prochaine vidéo. On a déjà pas mal de choses à dire aujourd'hui dans la vidéo du moment. Sur les news, pas grand chose sur le Wall Street Journal. Sur Coindesk, on avait parlé de la censorship et ça va me faire, je vais revenir dessus après, et ça va me faire potentiellement une magnifique transition vers le sujet du jour.
Sur Finbold, on n'a pas grand chose non plus, je crois. Axie Infinity qui perd ici de la market cap, les whales un petit peu moins d'activité on-chain. Je pense que demain on fera une vidéo autour de tout ce qui est on-chain. Ici on a parlé hier de la régulation sur The Block, on a beaucoup parlé de FTX hier et de la volonté de régulation de FTX qui n'est pas forcément pour nous dans le bon sens. Ici, même chose, on passe sur les news rapidement, excusez-moi, mais on a du boulot aujourd'hui, on va parler d'autres concepts. Calendrier économique, j'en ai déjà parlé hier également, on aura le GDP vendredi, on aura des chiffres sur l'inflation, GDP jeudi, donc PIB américain jeudi, et des chiffres sur l'inflation vendredi. On a également ici pas mal de choses. Attention ici, le Hong Kong Stocks qui a fait son plus mauvais jour depuis 2008 et c'est ce qu'on a également pas mal évoqué hier. Est-ce que les États-Unis sont capables d'aller jusqu'à augmenter les taux, jusqu'à provoquer une crise mondiale potentiellement, que là on n'est pas loin. Et aujourd'hui on aura pas mal de earnings, à savoir les earnings étant tout simplement les résultats trimestriels des entreprises américaines, des grosses entreprises tech américaines. On aura aujourd'hui Microsoft, Google, McDonald's, Twitter, Visa, vous le voyez, pas mal d'entreprises qui vont aujourd'hui proposer leurs earnings, donc les résultats trimestriels du moment, donc ça sera important à suivre. On va continuer ici sur le sentiment. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 93 millions, donc c'est un petit peu plus que d'habitude. Là on était plutôt dans une zone où on liquidait 30 millions, 20-30 millions par jour. 42 millions ont été liquidés sur Ethereum et 15 millions sur BTC, donc plus d'open interest une fois de plus sur Ethereum que sur BTC. Ça fait désormais plus d'un mois que ça dure, un mois et demi, donc c'est suffisamment important pour le noter et c'est pour ça que tous les jours on fait des analyses non seulement sur Bitcoin mais également sur Ethereum, puisque le prix de Bitcoin pourrait être manipulé pour aller chercher des choses sur Ethereum. On va désormais passer directement au levier. Les marchés en levier, vous le voyez ici, alors là on est sur Ether, donc on va passer sur Bitcoin. Et vous voyez que sur Bitcoin, on est venu chercher deux niveaux importants de shorter, ce niveau-là et ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est fait entre-temps? On s'est basé sur du long ici, vous le voyez là, on a un funding qui augmente. Donc le funding étant plus ou moins le taux d'intérêt variable que le marché paye pour emprunter tout simplement des BTC. Comment ça marche? Rapidement, on fait un point ici là-dessus. Quand vous shortez, par exemple, vous achetez un BTC à crédit, enfin vous vendez un BTC à crédit et vous empruntez en même temps dans le même clic un BTC. Admettons que je short sur un BTC, je fais un levier x5, en fait j'emprunte 4 BTC, je mets mon propre BTC en collatéral et donc du coup ici j'ai mon levier x5 du coup qui se met en place. En même temps, au moment où je clique sur short, je pratique un acte de vente de quelque chose que j'ai emprunté, donc j'emprunte et je vends, mais j'emprunte du BTC, c'est très important, j'emprunte du BTC, je le vends, si le prix baisse tout simplement, je rembourse les BTC au moment de clôturer mon short, moment auquel quand je clôture mon short, je pratique un acte d'achat et en même temps je rembourse les 4 BTC que j'avais empruntés, étant donné que le prix du BTC a baissé et j'ai emprunté et remboursé 4 BTC, eh bien c'est mon appréciation en dollars que j'empoche. Globalement, voilà comment ça fonctionne. Sur les longues, c'est pareil, sauf que vous pratiquez un acte d'achat au moment de l'achat et un acte de vente au moment de la vente. Tout ça n'est pas inversé. Mais globalement, ici, on avait noté ici cette, vous le voyez, cette droite de résistance sur l'open interest dans laquelle on a tendance à déleverager en général. À 7,5 milliards, on accepte le deleveraging. Et vous voyez qu'on a parfaitement touché cette trend et qu'on est venu ici se faire littéralement rect. Globalement, beaucoup, je pense, de shorts qui ont été pris sur ce mouvement-là. Et puis, derrière, on retrace un petit peu de manière à venir chercher les longues qui sont rentrées en attendant. Donc pour moi, pas de nouveaux points. Ici, on n'a pas rentré de nouveaux shorters sur ce mouvement. Ça avait shorté un petit peu là, enfin entre ce point-là et ce point-là, mais le niveau a été pris. Donc pour moi, on est correct ici sur les points à prendre. On va maintenant regarder Ethereum.
Ethereum, très important à regarder, hein, puisque vous comprenez que c'est ça qui nous donne, enfin, globalement, le plus d'open interest en ce moment. On avait ce point de long ici qui avait été pris. À partir de là, on s'est fondé sur du short, et vous voyez que potentiellement, tous ces shorts-là ont été liquidés sur ce mouvement-là. Donc là, on a un open interest, le nombre de contrats en circulation qui augmente, un funding qui descend, le taux d'intérêt variable que payent les shorters et les longers est plutôt en faveur de redescendre, c'est-à-dire plus de shorters qui rentrent sur ce mouvement. On vient tout de suite les chercher, et ensuite là on s'est construit plutôt sur du long, donc là on est en train de venir chercher les longueurs. Vous voyez l'open interest qui monte puis qui redescend. Globalement c'est plutôt correct ici en termes de mouvement. Vous voyez ici on est en bas, là on est au milieu, et là on est en haut, et ici on est en bas, là on est en haut, et là on est au milieu. Donc globalement l'open interest et le prix se suivent plus ou moins, ce qui sous-entend que on a liquidé dans le bon sens une bonne partie de tout ce qu'il s'est passé. Pareil, pas de points pour moi nouveau à prendre, mais on va désormais aller regarder les poches de liquidité. Les poches de liquidité qui... on va ici les réactualiser. Hop, hop, hop. Les poches de liquidité pas de grosse position, vous le voyez ouverte en tout cas sur hier. On est venu nettoyer cette grosse position là à 19,5 sur Ethereum. Vous voyez, c'est vraiment l'intensité de ce mouvement, elle est faite exactement pour ça. Une grosse position à 285 millions en position leveragée, et désormais on a plus de longues, donc instanté, on pourrait être plutôt baissier. Vous voyez ici qu'on n'a pas nettoyé tout le delta de longueur qui se trouve au-dessous du prix, donc on pourrait avoir un mouvement vers le bas un petit peu plus conséquent. Également ici sur Ether, très gros long par contre sur Ether, vous le voyez qui s'ouvre ici. Donc là, on a vraiment des bonnes chances sur Ether de revenir jouer avec les 1300 $ assez rapidement, sauf s'il y a FOMO dans la journée, c'est-à-dire si le CVD spot se reprend, si on a une très belle journée boursière à la hausse, mais vous voyez que là, le prix a déjà fait son intention. Et là, ce short très bien senti qui a été posé au 1400 à 88 millions, soit il prendra profit sur la route, soit on reviendra le chercher plus tard. Mais potentiellement, on peut imaginer ici un mouvement pour Ether qui revienne chercher les 1300 $ si jamais ce long s'est posé en levier x25. Sur la heatmap, et là on est sur la heatmap en un mois. En un mois, vous le voyez ici, 21 000 $ à prendre en haut et 17,3 à prendre en bas. Pour une fois, on va dézoomer vers le bas. Hop, on va désormais regarder la heatmap en 7 jours. Donc là, on étudie les poches de liquidité des shorters et des longeurs en levier, où sont leurs prix de liquidation. Et vous le voyez qu'en 7 jours, on n'a pas fini ce mouvement, c'est-à-dire que on a vraiment quelque chose à venir chercher plutôt autour des 20 000 $. Donc potentiellement ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement retracement léger autour des 19,3, 19,2, et ensuite on vient chercher les 20 000, on retrouve du momentum, et on attend potentiellement ici même une journée en bourse qui va commencer à 15h30 et qui pourrait être haussière au vu de ce qu'il s'est passé vendredi dernier. Pourquoi une journée qui pourrait être haussière? Parce que tout simplement ici, vous le voyez, la Fed commence à parler de ralentir le rythme de la hausse de ses taux. Alors là, c'est la Fed de San Francisco qui nous donne cette information, ça n'est pas Powell directement, mais assez souvent, la Fed télégraphe ses intentions. Donc est-ce que là, on n'a pas finalement un appel du pied au niveau du marché? En tout cas, pour le moment, le marché n'y répond pas du tout. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fermé un truc. Ouais. Le marché n'y répond pas du tout avec 90%. Ah si, on a une petite réponse du marché, c'est-à-dire que tout à l'heure on était à 95, vous le voyez, de gens qui pensaient que Powell allait augmenter ses taux au 2 novembre de 0,75, et là on descend, on passe à 90-10, c'est-à-dire 10% du marché qui pense comme moi je suis une de ces personnes qui joue un petit peu ce scénario du 50 points de base et qui le joue très tôt, du 50 points de base d'augmentation au lieu des 75, c'est-à-dire un ralentissement des augmentations de la Fed. Et à l'inverse, vous le voyez également, donc on a quand même une réponse du marché autour de tout ça. On va pas faire l'analyse aujourd'hui macro du S&P et tout ça, etc. J'en profite juste ici pour vous dire de pas hésiter à venir regarder dans les liens de la chaîne tout ce qui peut être autour de BitGet, Bybit, etc. Très bons exchanges qui peuvent vous permettre ici de tout simplement
Si vous n'êtes pas sur les exchanges, venir faire du trading, hein, ce sont des exchanges qui sont plutôt orientés trading, et on va passer bien entendu à la narration du jour. La narration du jour, et j'en ai déjà parlé un petit peu hier, ce sont tout ce qui est OFAC compliant ou pas. Tornado Cash ici, quand il a été banni, a tout simplement ici posé une question très propre, très simple, qui est de dire à quel point vous acceptez que on censure les cryptos, c'est-à-dire que certaines cryptos, si jamais elles sont utilisées à des fins anonymes, qui sont pas forcément des fins malveillantes, mais qui sont tout simplement uniquement anonymes, est-ce qu'on peut ici dire que on a le droit de censurer les cryptos? Et ici, les normes de l'OFAC qui sont en fait plus ou moins autour du banniment de Tornado Cash, vous le voyez ici, plus de 50% au 15 octobre, donc ça c'était il y a 9 jours, 51% des blocs Ethereum qui sont conformes aux normes de l'OFAC. Donc vous avez certains validateurs qui n'ont pas changé, qui sont à hauteur de 49% qui acceptent les adresses, on va dire, qui ne sont pas bannies, qui ne sont pas censurées, et on a ici 51, plus de 51, maintenant je pense qu'on est au-dessus, des blocs qui sont conformes à ces normes-là. Et ça m'amène à poser la question de la censure, et notamment de la censure sur Bitcoin. Et on va faire donc une analyse ici assez poussée. Vous savez que le dimanche, j'aime bien prendre le temps de réfléchir à des concepts un peu plus psychologiques. Et en l'occurrence, ici, pourquoi la censure est importante sur Bitcoin, et pourquoi il est important de ne pas potentiellement nécessairement pouvoir censurer des adresses, etc. Et dans quel sens doit potentiellement aller la régulation ici. Le premier postulat qu'on va poser, c'est tout simplement de dire que Bitcoin n'est pas encore adopté comme une monnaie de paiement, comme un moyen de paiement. Alors on voit que le Lightning Network, et on va parler uniquement de Bitcoin ici, hein, on va développer une analyse qu'on a prise sur ce qui se passe sur Ethereum pour potentiellement la développer au plus autour de Bitcoin. Bitcoin n'est pas encore une monnaie, donc elle n'est pas acceptée de par le monde, par tous les commerçants, etc. Ça n'est pas encore un moyen de paiement, si ce n'est en peer-to-peer, c'est-à-dire je veux vous rembourser un café par exemple, je peux le faire sur le Lightning Network avec très peu de frais, mais ça n'est pas encore le cas. Néanmoins, le Lightning Network se développe très bien, et ici, si jamais à un moment donné on arrive à ce moment-là, entre guillemets, on aura plus ou moins un Bitcoin qui sera de moins en moins volatile, bien évidemment. L'idée est ici aussi que Bitcoin n'est pas non plus réellement une réserve de valeur, comme l'or. Pour le moment, il y a trop de volatilité, et il y a un prix à payer à cette notion de réserve de valeur qui est la volatilité, et vous êtes censé accepter, si vous voulez stocker votre valeur sur Bitcoin, qu'elle soit développée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle soit pendant longtemps, vous bloquez tout simplement une valeur dollar ou euro pour la laisser sur Bitcoin, mais vous acceptez potentiellement de faire un moins 50% dans la journée, ce qui sont des choses qui peuvent arriver bien entendu sur les cryptos. Le postulat numéro 3, c'est que du coup, une des principales forces de BTC en ce moment, c'est sa résistance à la censure. C'est-à-dire que c'est un logiciel open source que vous pouvez utiliser de partout, de par le monde, et sauf à bloquer Internet, vous ne pouvez pas bloquer Bitcoin. C'est-à-dire que ici, il y a tellement de validateurs, tellement de mineurs, tellement ce nouveau réseau est tellement solide qu'il est totalement impossible d'altérer pour le moment sa résistance à la censure, et qu'il est totalement impossible de le censurer. Donc vous ne pouvez pas faire des sanctions financières sur un pays en termes de Bitcoin. Et c'est là que ça devient intéressant. D'autant plus dans le nouvel ordre mondial, vous le savez que la Russie, l'Iran, tous les pays un petit peu qu'on surnomme réfractaires, si tant est qu'ils le soient vraiment, enfin en tout cas qui sont contre le système du pétrodollar et contre le système à la fois de Bretton Woods, mais en plus de la non-convertibilité du dollar en or qui a lieu depuis 1971, c'est-à-dire que les monnaies fluctuent autour du dollar, hein, c'est l'échange flottant, les monnaies fluctuent autour du dollar, mais le dollar n'est plus convertible en or. Eh bien, tout ça, ici, beaucoup de gens en ont un petit peu marre de ce système, et donc du coup, ils sont prêts à accepter la volatilité de Bitcoin pour payer tout simplement une forme de résistance à la censure qui leur convient.
Et surtout, voilà, pouvoir échanger, pouvoir tout simplement continuer à avoir une finance interne qui soit relativement bonne. L'analyse numéro 1, et on l'a fait souvent, c'est que c'est la régulation qui est la clé. C'est-à-dire que quelle va être la régulation sur les cryptos, et cette régulation, une fois qu'elle aura eu lieu, à la fois régulation des stablecoins, régulation de la DeFi, on en a beaucoup parlé hier, voilà, entre les BitLicense, donc les licences Bitcoin qui sont proposées en ce moment par FTX, Coinbase, etc. Et en même temps, tout ce qui est plutôt défense de la décentralisation qui est plutôt amorcée par les maximalistes. La régulation sera la clé de quelles sera tout simplement les possibilités autour de Bitcoin. Et cette régulation, elle a trait bien entendu à la censure. Et beaucoup de gens aujourd'hui nous disent, eh bien le problème c'est que Bitcoin on peut pas le contrôler, etc. et tout ça. Et donc ici vous comprenez que la régulation, la manière dont Bitcoin va être régulé peut tout simplement le tuer ou peut tout simplement lui donner exactement la place qu'il mérite, à savoir soit une monnaie, soit une réserve de valeur, soit tout simplement juste un aspect spéculatif comme c'est le cas en ce moment. Et ça nous amène à l'analyse numéro 2. Bitcoin est un actif anti-inflationniste, mais en ce moment, on a beaucoup d'inflation et Bitcoin ne fonctionne pas plus que ça. Et pourquoi c'est le cas ? Parce que tout simplement, les bitcoins du moment sont plus spéculatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une inflation qui descende, et c'est contradictoire sur Bitcoin. Il faut comprendre que c'est une grosse contradiction. On a besoin d'une inflation qui descende pour avoir un Bitcoin qui monte, au sens où du coup, on aura une politique qui sera un peu plus accommodante de la part de la Banque fédérale américaine, et cette politique va relancer les tech stocks, les actions, toutes ces choses-là. Les taux d'intérêt seront plus bas, donc on pourra plus facilement emprunter pour spéculer, par exemple. Tout ça va relancer, bien entendu, la demande, le marché, etc. Et les marchés adorent quand les politiques monétaires sont accommodantes. Donc on est dans cette situation complètement contradictoire où finalement on a besoin d'une politique monétaire accommodante alors que le fondamental de Bitcoin est de se battre contre les politiques monétaires accommodantes, à savoir l'impression monétaire, et protéger votre investissement, protéger votre argent de tous les jours contre le débasement de la monnaie finalement. Et donc, on en vient à l'analyse numéro 3, qui est de dire que la force actuelle, mais temporaire de Bitcoin, c'est justement sa résistance à la censure, et d'autant plus dans le contexte actuel. C'est-à-dire que si jamais on avait, en analyse 1, une régulation qui venait à altérer cette résistance à la censure de Bitcoin perdrait une de ses forces naturelles du moment, qui est tout simplement sa résistance à la censure, puisqu'il n'a pas encore ces deux forces qu'il nécessite pour avoir une adoption globale, qui est d'être une monnaie d'échange et un moyen de paiement, tout simplement, ou alors qui est d'être une réserve de valeur. Et ça revient, cette idée de réserve de valeur, à ce concept d'or digital, comme on l'appelle assez souvent, et je pense ici que certains... c'est une bonne analyse puisque Bitcoin est super en termes de stockage de collatéral par exemple et de réserve de valeur, mais pour le moment par exemple vous allez prendre un prêt sur Bitcoin, vous allez vous faire enfler en mettant votre Bitcoin en collatéral, j'entends, vous allez vous faire enfler parce qu'il y a une énorme volatilité sur Bitcoin, donc on va vous le proposer comme un collatéral, mais comme un collatéral très bas, contrairement à l'or par exemple, où par contre vous avez un moyen vraiment de prouver que vous avez tel nombre de Bitcoin, et par exemple ici sur Ether ou autre, vous avez aussi un moyen de utiliser votre Bitcoin en smart contract, c'est-à-dire le bloquer en collatéral sur un contrat, le wrapper puis le bloquer. Ou du coup, vous dites, regardez, j'ai tant de Bitcoin, vous pouvez prouver à un organisme prêteur que vous avez, 5 Bitcoin, et vous pouvez très facilement le mettre en collatéral par rapport à un emprunt. Mais là aussi, vous allez payer le prix de la volatilité, puisque la banque ne vous proposera de le mettre en collatéral qu'à partir d'une certaine somme très basse, qui sera probablement inférieure à 30% de sa valeur du moment. Donc, Bitcoin comme or 2.0, pour moi, la mécanique de minage est totalement différente aussi. C'est-à-dire que l'or répond à une logique de l'offre-demande. Si jamais l'or monte énormément, beaucoup vont réouvrir des mines qui n'étaient pas actuellement rentables. Un petit peu comme on a eu le cas avec le pétrole actuellement. Par exemple, on a un pétrole qui est très haut. Donc, aux États-Unis, on a rouvert des gisements de pétrole et de gaz de schiste qui finalement n'étaient pas rentables avant, mais qui aujourd'hui, à $100 le baril, commencent
à prendre un intérêt, une rentabilité beaucoup plus impressionnante. Et donc du coup, on a cette logique d'offre-demande. Le minage d'or est possible, et ce dans des proportions qui sont fonction du prix. Là où finalement le minage de Bitcoin est possible aussi dans des proportions du prix, mais l'offre, elle est hard-codée. Il y en aura 21 millions à la fin, et tous les halvings sont programmés depuis toujours. Donc en l'occurrence ici, il faut comprendre que du coup, à part pour les mineurs à investir dans des ASICs beaucoup plus puissants, etc. Donc faire des gros investissements, bien évidemment, pour pouvoir miner le nombre de blocs le plus important possible avant le prochain halving, par exemple. C'est une course à la montre ici, mais tout ça est programmé. Et donc la mécanique est différente de celle de l'or ou des autres commodités, au sens où l'offre, elle est hard-codée et elle est placée dans le code. Donc voilà, l'idée ici, c'était vraiment de faire un point sur l'importance de la résistance à la censure du moment, et l'importance ici que peut avoir le sujet Tornado Cash et le sujet bien entendu OFAC compliant ou pas au niveau des validateurs Ethereum et compagnie sur bien évidemment l'offre dans son ensemble de crypto-monnaie. Et la crypto en ce moment a principalement et comme principal avantage cette fameuse résistance à la censure. Il y a autre chose aussi, c'est que Bitcoin est pseudo-anonyme, c'est-à-dire que si je connais votre adresse Bitcoin, si vous m'avez fait un paiement et que j'ai vu votre adresse, je peux aller savoir combien vous avez dans votre portefeuille. Et ça, bien entendu, ça enlève beaucoup de choses qui sont super cool en termes d'adoption, etc. Vous avez pas mal de gens qui vont bien entendu vouloir cacher leur adresse, comme l'avait fait Vitalik à un moment donné où il avait fait un don pour l'Ukraine par exemple, Vitalik Buterin, et qu'il avait utilisé lui-même Tornado Cash pour tout simplement masquer son adresse de base. Et le Bitcoin n'est pas anonyme. Si jamais je connais le numéro de votre adresse publique, je pourrais aller consulter le nombre de Bitcoin que vous avez dans votre portefeuille. Donc ça, c'est du pain béni pour les régulateurs. Ils aimeraient bien entendu garder ça, et c'est pour ça que le sujet Tornado Cash a été très rapidement mis sur la table avant même qu'il devienne un vrai problème au moment de l'adoption. Et en l'occurrence ici, ça va pas du tout dans le sens des crypto-monnaies que tout le monde puisse savoir en permanence ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc il faudra forcément ici des masques. Il faudra forcément une manière de rendre ces adresses elles aussi résistantes à la censure, pour par exemple, et c'était l'exemple je crois qui avait été pris à l'époque par je sais plus quel channel mais que j'avais vu et qui était tout à fait intéressant. Admettons, on est au boulot, on veut faire un cadeau de départ à Martine qui part à la retraite, et si chacun fait un don en Bitcoin, eh bien Martine saura exactement ce que gagne tout le monde et qu'est-ce que tout le monde a sur ses adresses, et ça bien entendu ça n'est pas acceptable, à la fois comme une réserve de valeur, à la fois comme une monnaie et à la fois comme une résistance à la censure. Donc on a besoin de services comme Tornado Cash, qui avait d'ailleurs au départ a été créé pour ça, pour pouvoir tout simplement faire des transactions totalement anonymes et non pas pseudo-anonymes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment encore une fois une vidéo plus de psychologie et de philosophie par rapport à l'importance de la résistance à la censure des cryptos. J'ai pas mal parlé de ce sujet-là cette semaine et de la régulation, et je voulais quand même ici faire un point plus élaboré sur ce concept de résistance à la censure qui me paraît extrêmement important. On revient ici sur le prix du Bitcoin. Pour le moment, pour moi, on est en phase haussière clairement. On a quelque chose à prendre autour des 21 000, je pense. On pourrait faire ici, une fois maintenant qu'on a pété ce biseau, potentiellement un pullback sur la jaune. On vient presque de valider. Alors là, on est en weekly, mais on va regarder en daily. On vient de valider un pullback sur la violette, donc pour moi c'est suffisant. Par contre, vous le voyez sur Ethereum, on a eu cette très grosse position que potentiellement il va falloir nettoyer. Alors si cette position s'était mise en levier x100, elle est déjà nettoyée. Hein. Vous le voyez, long x100 ici, à 1343, on l'aurait déjà nettoyé et le prix allait faire un tour au 1333. Si jamais elle était en x50, on aura 1330 et on aura 1302 si jamais cette position était plutôt en x25. Je regarde ici le prix d'Ether. On va se mettre en horaire, on va regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là.
Vous voyez que en horaire, on est venu faire un tour ici plutôt sur les 1332. Je vous avais parlé aussi sur Ether de l'importance de casser cette résistance bleue. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, puisque vous le voyez, on a buté dessus 1, 2, 3, 4, 5 fois quasiment. Là, on est quasi au contact et là, on vient de la péter. On fait notre pullback dessus. L'important, c'est de ne pas la réintégrer, de ne pas jouer ça comme une déviation, mais tout simplement ici de s'en écarter le plus vite possible. On est en train d'essayer de la valider ici maintenant dorénavant comme un support oblique. C'était une résistance avant et on vient de la péter. Ça me paraît extrêmement important ici de la garder et de préserver cette cassure à l'instant T pour pouvoir aller et moi je suis beaucoup plus haussier sur Ether que sur Bitcoin sur ce mouvement là, vous le savez. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'envisage un quasi doublage de la valeur d'Ether d'ici très peu de temps, c'est-à-dire que un potentiel retour en tout cas à minima autour des 2160 et une target ici au 2410, donc un quasi doublage, puisque pour moi Ether est sur une structure qui est différente de celle de Bitcoin, à savoir une structure en zigzag ici, alors que Bitcoin est plutôt sur une structure en regular flat. Voilà, j'arrête de parler, je clôture cette vidéo là. J'espère que cette petite vidéo du dimanche vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir me rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo et que je vous affiche là ici. Et puis j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Alors je commence à sécher un petit peu sur les questions à la con, puisque je sais pas combien j'ai fait de vidéos jusque là, mais ça fait beaucoup de questions à la con et j'ai commencé à la toute première vidéo, donc je trouve que le concept est sympa. La question à la con du jour sera sur elle sera sur... Alors hier c'était sur le ménage, la fois d'avant c'était sur la boisson. Est-ce que vous pratiquez un instrument de musique et si oui, lequel? Et à peu près à quel niveau vous estimez que vous êtes plutôt bon ou pas du tout bon sur cet instrument de musique? Ça sera la question à la con du jour. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin face au dollar. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao.